Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui on se retrouve sur Blender. On va voir un moyen utile pour créer des trous dans les surfaces. Alors le principe va être le suivant et je vous montre ce que ça donne sur mon document de travail. Donc là j'ai deux objets qui pour l'instant sont rendus en mode standard sans application de texture. Donc j'ai d'une part un cylindre qui est un cylindre tout à fait classique, hein, qui n'a absolument rien de spécial. Et à côté, j'ai une autre forme qui est un peu plus compliquée, qui est une extrusion, voilà, avec des faces, avec des trous, etc. Quand on regarde ces deux objets en mode de travail non texturé, on n'a rien de spécial. Pourtant, si je bascule en mode texturé, ici, grâce à la touche Z hein, pour passer en mode rendu, on voit que ces deux objets en fait sont composés de trous. C'est-à-dire que ces surfaces qui en mode normal, solide, sont tout à fait pleines, en mode texturé, elles sont trouées. Hein. C'est-à-dire qu'on peut venir là et on va voir vous voyez, la surface, l'objet va transparaître puisqu'il y a des trous. Alors, c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. On va simuler une géométrie avec des trous. Alors, juste avant de commencer, pour vous rappeler, pour faire un trou dans une surface, hein, je vais prendre l'exemple d'un mesh d'un plan, tout simple. Donc, je vais créer un plan comme ceci. Je vais me mettre en vue du haut. Voilà, je vais zoomer sur cet objet. Alors, ce plan, ici, si je veux faire un trou, eh bien, je vais devoir créer de la géométrie comme ceci, donc une boucle horizontale, une boucle verticale, de façon à avoir un point central. Ce point central, en mode point, je vais le sélectionner, et avec le raccourci, donc Shift, CTRL, B, je vais faire un bevel de ce point. Ensuite, je vais faire une extrusion intérieure, comme cela, et ensuite, en mode face, je vais pouvoir supprimer ma face. Donc voilà, là j'ai créé un trou dans cette surface. Alors si je rajoute une surface de subdivision, eh bien on voit que ça donne voilà, quelque chose qui est creusé. La seule chose c'est qu'en faisant ça, eh bien j'ai créé de la géométrie. J'ai créé un seul trou, donc j'ai créé peu de géométrie supplémentaire. Au début j'avais quelques points. Maintenant j'ai ici plus de points. Hein. Si je passe ici en mode analyse, statistique, on va voir que on a créé un certain nombre de faces supplémentaires à cette géométrie. Alors l'idée, ça va être d'utiliser les cartes UV pour créer ces trous directement à partir du mapping UV. Alors je vais donc repartir de zéro pour vous montrer comment on va faire. Alors je crée un nouveau document. Vous pouvez le créer avec moi, hein, ça vous permettra de pratiquer. Je me mets en vue du haut avec le raccourci 7. Comme ceci, et là je vais créer un cube. Alors un cube tout simple, que je vais pas toucher sa dimension, la seule chose c'est que je vais en sélectionnant ce cube, basculer dans le panneau Shading et créer un nouveau flux de matériaux. Donc par défaut j'ai bien la sortie du matériau avec un Principal BSDF, qui est un matériau classique de Blender, qui possède pas mal de paramètres qui permettent de contrôler son aspect. J'ai besoin d'avoir la carte UV de ce cube. Or, dans ma vidéo précédente, j'en parlais, tous les objets de base que Blender vous propose sont livrés, entre guillemets, avec la représentation UV, ici, de l'objet donc tel qu'il est quand il est déplié. Donc c'est l'avantage de ces objets de base, c'est que Blender a déjà fourni une carte UV. Donc, globalement, ce que je vais vouloir faire dans mes nœuds de shading ici, c'est récupérer cette carte UV. Alors, je peux le faire manuellement, en ajoutant ici un nœud UV, etc. Mais si vous avez installé Node Wrangler, hein, dans les préférences Add-ons, et là, vous rajoutez Node Wrangler. Donc, si vous ne l'avez pas encore rajouté, vous allez sur Get Extension juste au-dessus, vous tapez Node Wrangler et vous l'activez, hein, vous l'installez. Ça va vous donner des possibilités supplémentaires en termes de raccourci clavier. Donc c'est particulièrement important d'installer cet add-on qui est gratuit et qui va vous simplifier la vie. Donc globalement, une fois que vous avez installé et activé Node Wrangler, vous allez pouvoir sélectionner le Principal BSDF ici, sur votre nœud de matériaux, et appuyer sur CTRL-T ou Commande-T sur Mac pour créer un rig avec
coordonnées texture, pardon, un mapping, c'est-à-dire on va pouvoir gérer la projection de la carte UV sur la forme 3D, et ensuite il vous met une texture image, mais donc on s'en servirait si on devait appliquer une image sur l'objet, mais là je vais la supprimer, et je vais relier directement la sortie du mapping à la couleur de base. Ça veut dire que là, on est en train de visualiser la carte UV de l'objet. Alors, en X, on a le U, et en Y, on a le V. On va partir de cette carte UV, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va multiplier chacun des vecteurs, en fait, hein, il y a 3 vecteurs pour cette carte UV, par la valeur 10, c'est-à-dire qu'on va modifier la taille de tous les vecteurs, en fait. Hein. Donc je rajoute ici, Shift A, vector mat, que je mets à la suite du mapping, et ici je vais passer en mode multiplication, et je vais multiplier par 10 la carte UV. Donc on a finalement projeté la taille de chacun des vecteurs, on a multiplié leur taille, donc ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus petits. Ensuite, ce qu'on va faire, on va appliquer alors une chose qui est très importante, c'est dans vector mat, et je vais vous expliquer comment ça marche, c'est une opération modulo. Alors l'opération modulo en 3D, elle est très importante, en programmation globalement aussi, hein. L'opération modulo, elle permet, lorsque l'on fait une division, par exemple 3 divisé par 2, donc ça fait 1, et on a un reste ici, 1, hein, d'accord, 1 fois 2 plus 1, ça fait bien 3. Ce reste-là, c'est l'opération modulo qui permet d'y accéder directement. C'est-à-dire que, par exemple, si je souhaite savoir si un nombre est pair ou impair, eh bien, je vais calculer le modulo, donc je vais faire modulo de 2. D'accord? Donc ça veut dire que globalement, je vais diviser par 2 la valeur. Alors imaginons que j'ai par exemple 10. Si je fais modulo 2, donc ça va faire 2 fois 5, 10. Et là, il restera 0. Donc ça veut dire que le nombre est pair. Si jamais je tombe sur un nombre impair, 11 divisé par 5, j'ai bien 2 fois 5, 10. Et là, j'aurai un reste de 1. Donc le modulo permet d'accéder au reste de la division. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Parce que ça permet en 3D d'obtenir des possibilités très simples, alors que ça serait beaucoup plus complexe si on devait passer par un autre système. En l'occurrence, on va prendre chacun des vecteurs qui constituent cette carte UV, donc des vecteurs qui sont compris entre 0, c'est-à-dire aucune dimension, et 1, la dimension maximum, et on va calculer le vecteur, le modulo de 1. Et vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Ça donne en fait, chaque fois qu'on va avoir une information, en fait, elle va être répliquée. Donc déjà, j'ai modifié ma carte UV, et dans l'échelle ici, je peux même m'amuser, vous voyez, à augmenter ou réduire, et on voit qu'elle réagit tout à fait en termes de proportion. Maintenant, j'ai pour l'instant des rectangles. Et moi, je vais avoir des cercles, puisque je veux faire des trous. Alors, pour la suite, ce qu'on va faire ici, pardon, hop, je reviens en mode sélection. Je vais faire un calcul vectoriel qui s'appelle une distance. C'est-à-dire je vais prendre globalement chacun des vecteurs qui constituent cette carte UV et je vais effectuer une opération de distance avec un vecteur particulier qui est le vecteur que l'on va trouver à la moitié de la distance, 0,05. Quand je fais ça, voilà ce que ça donne. On le voit apparaître, c'est-à-dire qu'on a les informations rectangulaires des vecteurs deviennent des informations circulaires. Alors, je le mets à 0 le dernier pour qu'on le voit bien. Donc là, on voit bien qu'il y a des cercles maintenant. Donc ces cercles-là, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter le résultat de l'opération vectorielle de distance dans un color ramp, c'est-à-dire dans un contrôle de dégradé. Pourquoi je fais ça? Parce que ce contrôle va me permettre ici, vous voyez, de jouer sur la diffusion des valeurs qui constituent ces cercles dans ma carte UV. Alors,
on a le mode de dégradé ici qui est linéaire pour l'instant. On a plusieurs modes différents. C'est des modes qui sont progressifs, c'est-à-dire que par exemple quand je prends ease, il va passer des valeurs 0 aux valeurs 1 avec un certain dégradé. C'est pour ça que ça permet d'avoir des changements progressifs. Moi, ce que je veux pour mes traits, c'est d'avoir des changements brutaux, c'est-à-dire des changements, c'est-à-dire d'avoir du 0 et ensuite du 1, mais ne pas avoir 0,1, 0,3, etc., ce qui viendrait lisser les bords, mais moi, je ne veux pas ça. Donc dans le color ramp, je vais utiliser constant. C'est la dernière opération qu'on trouve dans le menu is, ici, constant. Constant, ça signifie qu'il va y avoir le passage de la valeur 0 à la valeur 1. On est en binaire, oui, non, il y a une information, il n'y a pas d'information. Et maintenant, la valeur du dégradé, vous voyez ici, donc je vais la repositionner, va venir jouer sur la taille de mes cercles. Vous voyez, on les voit apparaître ici. Alors, je peux maintenant, avec cette valeur-là, avoir des cercles qui apparaissent comme ceci, et avec les valeurs d'échelle de mon mapping ici, je vais prendre les trois en même temps, avoir, vous voyez, un contrôle sur la taille de mes cercles. Donc là, c'est parfait. On a une carte UV qui représente donc un certain nombre de cercles qui sont paramétriques. On en contrôle le nombre soit avec l'échelle, soit avec le dégradé ici. Eh bien, on a pratiquement terminé. La seule chose, c'est qu'on a un mauvais placement de certains des points. Ça veut dire que si au lieu de rentrer dans la base color, je rentre dans la couche alpha, alors je vous rappelle, une couche alpha, c'est une couche additionnelle aux couches rouge, vert, bleu. C'est la quatrième couche, la couche de la transparence. Donc quand je mets ici l'alpha, vous voyez, quand j'applique une transparence, mon objet va avoir tendance à disparaître. Si je mets un alpha à 0, même s'il y a les informations de couleur, la couche de la transparence fait que l'objet n'apparaîtra pas. Et je peux jouer sur toutes les valeurs entre 0 et 1. Mais moi, je vais injecter dans cette couche alpha le résultat de mon dégradé. C'est-à-dire je vais y injecter des points qui vont être soit blancs, soit noirs. Et donc, qui vont dire globalement, si c'est blanc, eh bien, ça sera opaque. Et si c'est noir, ce sera transparent. Donc, je prends, ici, j'enlève cette couleur. Alors, pour enlever un lien avec Node Wrangler, vous appuyez sur CTRL. CTRL, et avec le bouton droit de la souris, vous tracez un trait pour couper le lien. Vous voyez, hop, ça va enlever le lien. Donc, je coupe le lien, je prends couleur et je rentre dans alpha. Et là, on voit tout de suite que, eh bien, en fait, comme je le disais, tous les points qui sont en noir sont devenus transparents. Donc, on a créé vraiment des trous. Alors, ça marche très bien, c'est-à-dire que si, par exemple, derrière, je mets un plan, je vais mettre un plan, je vais pivoter ce plan à 90 degrés, je vais un peu augmenter la taille, comme ceci, et je vais le décaler derrière, on va voir qu'en fait, suivant la position de mon éclairage, vous voyez, ça projette bien les ombres. C'est-à-dire qu'on est non seulement transparent, mais c'est une véritable transparence de rendu qui est faite sans avoir généré une seule information de géométrie. Ce qui est plutôt très intéressant, puisque du coup, pour le coup, ça va vous permettre d'avoir des objets qui vont peser beaucoup moins lourd que ce qu'ils devraient peser si on avait créé autant de géométrie. Donc, une fois que j'ai créé cette matière-là, je peux aller créer un nouvel objet. Donc je vais créer un cylindre, par exemple, ici, cylindre. Voilà, je vais le décaler. Je peux changer sa taille en hauteur, etc. Je peux faire ce que je veux, en fait. J'applique les transformations. Et ensuite, je viens dans mon matériau, ici, puisqu'on a créé un matériau, et venir assigner le matériau à mon cylindre, qui devient lui aussi également transparent. Alors, si on veut aller un peu plus loin, et si on veut, par exemple, je remets dans le base color, gérer le positionnement des ronds de coupe sur la surface. On voit que là, par exemple, c'est pas terrible, sur les bords, c'est à moitié coupé. Est-ce que c'est possible? Alors, oui, c'est possible, et je vais vous montrer comment. Cette carte UV, on y accède dans UV Editing, c'est la carte initiale qui est ici. La chose, c'est que généralement, si je mets une image là-dedans, eh bien, je peux voir le rendu dans la fenêtre 3D à côté. C'est-à-dire que là, en fait, on voit la carte. Si je prends ici la carte et que je la déplace, vous voyez que, en fait, il y a un lien entre la carte et la projection. Attendez, je vais venir un petit peu ici, voilà, augmenter ça, et venir modifier. Donc ça me suffit, ça, pour pouvoir travailler chacune des faces différemment. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais passer ici en mode face, de façon à pouvoir sélectionner une face ou l'autre. Donc je vais prendre la première face, par exemple, elle est projetée ici, et avec A pour sélectionner tous les points,
et S pour les mettre à l'échelle, je vais pouvoir travailler l'échelle ici. Je vais pouvoir travailler également avec G le positionnement de mes points. Donc je peux faire ça. Ensuite, je passe sur la face d'à côté. Je peux travailler l'échelle de la même manière. Ici, je peux travailler le positionnement. Comme ceci. De façon à venir positionner, alors appuyer sur Shift si jamais c'est trop compliqué, de façon à venir positionner mes cercles de la meilleure façon, on va dire, possible. Donc comme ceci, ça me permet de travailler mes différents éléments, mes différentes projections. Alors, je peux aussi sélectionner une face et avec U, lancer un unwrap. Je peux le faire partout d'ailleurs, hein. U, unwrap. Je vais le faire aussi sur la face d'à côté, sur la face du dessus. Je vais le faire sur la face du dessous. Et sur cette face-là, et sur la dernière face qui est ici. Celle-là, U. Voilà, et si je fais ça, eh bien, automatiquement, Blender va calculer voilà, le meilleur positionnement de ma carte, de façon à pouvoir, en revenant donc dans ma vue 3D, ici, hop, je reviens et je vais rebasculer la couleur sur alpha, et venir gérer, et là on peut toujours ici gérer la taille des différents trous. Alors, ces trous-là, en fait, on peut, vous avez compris, hein, l'envoyer dans n'importe quel paramètre du principal BSDF. Si par exemple je souhaite piloter, au lieu de souhaiter à la fois la transparence et le fait que ce soit métallique ou pas, c'est-à-dire que ça réfléchisse, eh bien je vais l'envoyer dans la couche alpha de façon à... Alors je vais un petit peu changer la couleur, voilà, un peu plus sombre, pour avoir les trous, et en même temps je vais l'envoyer dans le canal métallique pour avoir une... Alors là, bon, il faudrait faire les trous beaucoup plus petits parce que... Ou même plus gros. Voilà, attendez, là je vois... Voilà, là c'est métallique, c'est-à-dire que si par-dessus je mets un autre cube, par exemple... Voilà, je mets un cube, vous voyez, il se reflète, je le bouge, il se reflète dans l'objet, donc l'objet est bien métallique, c'est-à-dire qu'il reflète bien les éléments. Donc globalement, la carte UV est un élément essentiel pour Blender, puisque ça permet de gérer la projection des textures et des matériaux sur les objets que vous allez créer. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.